Nous arrivons aujourd'hui à la seconde moitié des épisodes de cette première saison d'Itinéraire bas carbone. Faisons un point sur notre parcours de transition bas carbone. Maintenant que nous avons notre point de départ, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, notre boussole, un outil pour comptabiliser nos émissions, notre cap, qui est la trajectoire de réduction, il est temps de s'intéresser à notre itinéraire à proprement parler, à savoir le plan de transition. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser de plus près au plan d'action, celui qui sera spécifiquement pensé pour votre organisation et que vous allez mettre en place afin d'atteindre vos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Étape cruciale de votre parcours, c'est le pilotage et le suivi de votre plan d'action qui vont conditionner la réussite de votre démarche. Pour la première partie de cet épisode, j'accueille Thomas Guyot, cofondateur chez Trace, qui va nous détailler les points clés d'un plan de transition réussi. Nous allons revenir sur l'importance de la compréhension des enjeux business ainsi que la compréhension de l'activité de l'entreprise pour identifier les bons leviers de décarbonation et quantifier l'impact de ces actions. Nous verrons aussi qu'il est crucial d'apporter une attention particulière à la gouvernance de ce plan de transition. Bonne écoute! Alors, bonjour Thomas, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet et présenter aussi votre entreprise? Bien, bonjour Suzy, merci beaucoup de m'avoir sollicité et invité pour ce podcast. Donc moi c'est Thomas Guyot, je suis cofondateur de Trace, qui est une entreprise française donc qui développe un logiciel de mesure d'empreinte carbone et notamment de simulation et pilotage de stratégie climat. Donc on adresse principalement des ETI, grandes entreprises, pour ayant des vrais projets internes de réduction des émissions, et c'est dans ce cadre donc qu'on accompagne beaucoup d'entreprises sur la définition de la stratégie climat et du plan de transition, sujet sur lequel on va pouvoir se pencher aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Alors justement, comme c'est l'objet de ce podcast aujourd'hui, le plan de transition, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un plan de transition? On va commencer par les bases. Absolument. Donc un plan de transition, c'est très simple, c'est la stratégie que l'on va mettre en place pour aligner la trajectoire de réduction de l'entreprise avec celle de son secteur d'activité. Donc il me semble que voilà, l'épisode précédent du podcast, c'était justement comment on définit un objectif de réduction pour son entreprise. Et ben l'étape numéro 2, ça va être d'identifier les actions à mettre en place pour justement atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, pour nous en tout cas, le plan de transition comprend 5 piliers, 5 étapes clés que je vais définir. La première étape, c'est tout d'abord en fait de comprendre les enjeux business de l'entreprise en profondeur. Donc voilà, comprendre un petit peu quelle est la réalité aujourd'hui économique de l'entreprise, qui sont ses actionnaires, etc. Le deuxième point, c'est de comprendre l'activité de l'entreprise en elle-même. Bien évidemment, il faut comprendre son activité, comment fonctionne l'entreprise d'un point de vue opérationnel, supply chain, etc. Parce que comprendre l'activité va nous aider à mieux justement identifier qui sont les parties prenantes, qui sont les décideurs et quelles sont les actions qu'on va pouvoir lancer ou pas. Ensuite, identifier les leviers de décarbonation, bien entendu. Donc identifier des actions qui vont permettre à la société de se décarboner. Ensuite, quatrième étape, c'est de quantifier l'impact des actions du plan de décarbonation. Donc quantifier l'impact en termes d'ambition, de planning et de budget. Et cette quantification, en fonction de l'entreprise, on va soit la réaliser d'un point de vue corporate au global, soit on va même pouvoir la réaliser par périmètre. Donc ça arrive qu'on ait des entreprises qui définissent un plan d'action par pays, par usine, etc. pour aller plus finement dans l'action et le spécifique. Et enfin, la cinquième étape d'un plan de transition, c'est définir la gouvernance du plan de transition. Avoir une gouvernance solide, pour être certain que ces actions qu'on a identifiées et quantifiées soient mises en place au sein de l'entreprise. Et donc, à la fin, en fait, ce qu'on obtient, si à la fin d'un projet de plan de transition, du coup, vous avez une liste d'actions à lancer avec un niveau d'ambition, un planning et un périmètre associé. Vous avez l'estimation des gains de CO2 par action et des coûts associés, et donc du plan d'action global. Si vous faites la somme de toutes ces actions, tous ces gains et tous ces éléments financiers, vous avez les impacts et les coûts
du plan d'action global. Et vous avez une gouvernance, c'est-à-dire voilà, qui est responsable de la stratégie de décarbonation, des responsables par action, des rituels, projets à mettre en place, etc. Oui, tout à fait, pour que ça avance après, une fois qu'on a fait notre plan. Je vous propose peut-être qu'on regarde ensemble un peu plus en détail les différentes étapes de ce plan, parce que là, on a vu voilà, les 5 grandes étapes, mais je pense que ça peut être intéressant pour nos auditeurs d'en apprendre un peu plus sur chacune de ces étapes. Alors, on a dit d'abord qu'il faut commencer par analyser ces enjeux business. Alors, pourquoi c'est important pourquoi c'est la première étape? Alors, c'est une partie extrêmement importante et malheureusement souvent négligée. Voilà, par les personnes, enfin on va dire par des consultants ou entreprises lors de la définition de ce plan de transition. C'est une des parties les plus complexes, clairement, du plan de transition, parce qu'elle va impliquer de comprendre, voilà, les enjeux et les objectifs de l'entreprise, afin de les aligner avec, les objectifs de décarbonation. Et je pense qu'il faut être bien clair, hein, sans comprendre, la réalité, business et économique de l'entreprise, pour aligner justement les objectifs de décarbonation, on ne décarbone pas une entreprise. Et vraiment, je le répète, hein, sans ça, on ne décarbone pas une entreprise. Du moins, tant que, en tout cas, le cadre réglementaire ou les marchés financiers n'intègrent pas dans leur logiciel, voilà, une décarbonation des activités. Donc, une entreprise, par nature, voilà, elle va pas avoir les mêmes obligations, ni les mêmes objectifs, son secteur, sa taille, etc. Et les actions à enclencher, n'auront pas le même impact sur son business. Donc c'est une question pragmatique, hein, pour qu'une entreprise se décarbone, il faut comprendre dans quel contexte elle évolue. Pour vous donner des exemples plus concrets, hein, qui peuvent vous parler, on va parler de la réalité économique, hein, de 2 clients qu'on accompagne aujourd'hui. Donc par exemple dans la restauration, donc je vais prendre l'exemple de Compass. Compass c'est un acteur international de la restauration collective, hein, un concurrent de Sodexo, donc qui va gérer des restaurants dans des entreprises, hôtels, écoles, etc. La réalité business de Compass, c'est qu'aujourd'hui, la décarbonation, c'est un enjeu de différenciation. C'est un enjeu de valorisation, ça fait plaisir aux collaborateurs, voilà, de proposer des menus végétariens, etc. En fait, changer un petit peu les menus de Compass, ça a un impact limité sur les clients. Voilà, c'est pas parce que vous supprimez tel ou tel plat carné le lundi, mardi que voilà, tout le monde va fuir votre cantine. Et enfin, vous avez un impact limité sur les coûts. Parfois même, vous avez un impact positif sur les coûts. C'est-à-dire, si voilà, Compass aujourd'hui propose potentiellement moins de bœuf, produits carnés qui vont être chers, mais plus voilà d'alternatives végétales. En fait, voilà, c'est pas une dépense côté Compass. Et du coup, typiquement dans la restauration, quand on comprend le contexte business, en fait, on comprend que la décarbonation peut complètement être alignée avec les objectifs économiques du groupe Compass, hein, qui est un groupe coté en bourse avec des actionnaires. Donc voilà. Donc là, on est dans un contexte où la réalité business fait que c'est assez simple d'aligner les objectifs de décarbonation avec leurs objectifs. À l'inverse, si je prends Altadia, donc Altadia, c'est un groupe international espagnol dans la chimie, qui est un actionnaire, donc qui est une entreprise liée à un actionnaire américain de private equity. Donc on est le top tableau. Eux, en fait, se décarboner, ça veut dire réaliser des investissements massifs. Et réaliser des investissements massifs, ça veut dire avoir une hausse des coûts de production. Et en fait, la première question que va nous poser l'entreprise ou les dirigeants de l'entreprise, c'est très bien, je comprends qu'il faut se décarboner, je comprends qu'il faut investir. Demain, est-ce que mes clients vont pouvoir absorber une hausse des prix ? Oui ou non ? Et si c'est non, en fait, au final, si on investit pour se décarboner et qu'on perd des parts de marché contre des acteurs plus polluants, voilà, qui évoluent dans des paradis polluants en Chine, en Inde, etc., au final, on vendra moins. On va perdre des parts de marché au profit d'acteurs plus polluants et donc l'impact global des investissements qu'on aura fait sera négatif. Donc voilà. Donc là, on est dans une logique complètement différente où il faut mettre au regard les investissements nécessaires à la décarbonation, la compétitivité de l'entreprise et également en plus la pression de l'actionnaire de private equity qui lui gère son business par rapport aux marges dégagées par l'entreprise, et donc plus les coûts augmentent, plus la marge est faible, et donc voilà. Et donc là, on est sur des problématiques beaucoup plus complexes, où il va falloir vraiment rentrer dans le détail des coûts, des économies, faire des analyses
Voilà, est-ce que demain les clients peuvent absorber la hausse des prix si on propose des produits décarbonés, etc. Donc voilà, là on est dans un contexte un peu plus difficile. C'est une analyse de conseil, hein, c'est vraiment c'est très basique. Hein, il faut mettre autour de la table le codir de l'entreprise, comprendre les enjeux, voilà, l'actionnariat, le business, la concurrence. Voilà, garder les directeurs d'équipe métiers proches de vous, hein, durant tout le projet, avec des workshops intermédiaires, voilà, pour toujours avoir en tête leur réalité économique. Oui, en effet, c'est très complexe, très important. Alors, en plus des enjeux business, on a parlé du fait qu'il faut comprendre l'activité de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez détailler peut-être un peu plus cette partie-là aussi ? Alors, absolument. Hein, donc la première étape, c'était de comprendre un petit peu, voilà, l'environnement économique et financier de l'entreprise. Donc c'est très, on va dire, très high level. La deuxième étape, ça va être un peu de rentrer dans le détail et de comprendre l'activité. Donc c'est comprendre son fonctionnement intrinsèque, c'est pourquoi, pour mieux identifier les leviers de décarbonation qu'on va pouvoir choisir. On n'est plus donc dans les objectifs stratégiques, on est vraiment dans l'opérationnel. Le point positif, c'est que si jamais vous avez déjà réalisé le bilan carbone de l'entreprise en question, normalement, vous devriez déjà avoir mené l'analyse. Parce qu'évidemment, lorsqu'on va réaliser le bilan carbone, on va comprendre la chaîne de valeur, la production, les intrants, les produits sortants, etc., la consommation énergétique. Voilà. Si jamais vous l'avez pas fait, du coup, c'est hyper important d'échanger avec tous les leaders opérationnels, donc les achats, la supply chain, les opérations, etc., pour comprendre comment l'entreprise fonctionne. Voilà. Et enfin, il faut toujours mener cette analyse au regard du bilan carbone de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, vous allez toujours regarder les postes d'émissions les plus importants du bilan carbone. Hein. Vous dites très bien, c'est ces achats, c'est cette consommation d'énergie, etc. Donc voilà, vous avez d'un côté les plus gros postes d'émissions, et de l'autre côté, vous allez échanger avec les dirigeants opérationnels de l'entreprise pour comprendre quelle est la place de ces postes d'émissions au sein de l'activité. Voilà. Si je prends un exemple pour que ce soit plus parlant, typiquement, on travaille avec une entreprise donc de textile qui évolue dans le domaine du sport. Aujourd'hui, un gros poste d'émission, ça va être les fibres textiles à base plastique utilisées dans la conception des vêtements. Et donc, une option pour réduire le bilan carbone, hein, la première chose qu'on fait, c'est qu'on voit cet énorme pôle d'émissions lié à la fibre textile. On se dit, il faut le réduire. Une des options, c'est potentiellement de passer par de la fibre végétale. Et ça, en fait, faut vérifier que c'est possible. Donc, il faut passer du temps avec le directeur R&D, le directeur de production, pour se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai ce pôle d'émission lié aux fibres qui est fort. Est-ce que demain, on peut envisager une alternative végétale, oui ou non, compte tenu du cahier des charges, du produit, du type de produit qu'on vend, etc. Donc, voilà, c'est le premier exemple de compréhension d'activité. Enfin, deuxième exemple, hein, c'est par exemple, on a plein d'entreprises où on voit que le fret aérien est un élément très important de bilan carbone. Donc écoutez, on ne sait pas pourquoi il faut absolument transporter des marchandises en avion, mais soit, hein, on a parfois le fret aérien est très très élevé, et là tout de suite il faut comprendre pourquoi. Il faut se dire, ok, cette entreprise choisit d'utiliser un mode de fret plus rapide, certes, mais beaucoup plus cher. Pourquoi ? Est-ce que elle utilise d'autres types de frais, du frais routier, du frais maritime, etc. Si oui, pourquoi ? Comment l'entreprise choisit d'attribuer tel type de frais plutôt qu'un autre, etc. Donc vraiment, avoir toute cette logique en tête pour après pouvoir plus facilement identifier des leviers qu'on va vraiment pouvoir mettre en place dans l'entreprise. Et donc voilà, ça c'est deux choses. C'est identifier les parties prenantes clés de l'entreprise, les leaders métiers, les directeurs pays, etc. Et échanger avec eux. Donc c'est le travail préliminaire à l'identification des bons leviers, qui est la troisième étape. Oui, voilà, justement. Et je pense qu'on a déjà quelques clés pour savoir justement comment on s'y prend pour identifier ces leviers de décarbonation. Mais peut-être que vous pouvez détailler un peu plus comment l'entreprise elle peut s'y prendre pour identifier ces leviers. Une fois qu'elle a identifié ses enjeux business, qu'elle a bien compris son activité et qu'elle a bien fait son bilan carbone. Toutes ces étapes-là. Exactement. Donc là, on peut arriver dans le vif du sujet, identifier les actions qu'on va mettre en place pour décarboner l'activité. Donc, en gros, c'est assez simple. En fait, dans la décarbonation, si on résume, vous avez deux types de leviers. Vous avez la réduction. Donc, typiquement, je suis Burger King, je veux réduire mes émissions, je réduis la taille de mes steaks. Je fais simplement de la réduction, en termes de grammes, par exemple, de mes steaks.
Et le deuxième type de levier, c'est la substitution. Donc la substitution, c'est aujourd'hui, j'utilise un produit, une source d'énergie, je vais la remplacer par quelque chose de moins carboné. Donc par exemple, voilà, je suis toujours Burger King et je décide de remplacer 30% de ma gamme par des burgers végétariens ou au poulet, etc. Donc qui émettent en tout cas moins que le bœuf. Donc déjà, il faut ramener un petit peu au fait qu'aujourd'hui une action de décarbonation, c'est toujours deux leviers, soit la réduction, soit la substitution. Ensuite, pour chaque typologie de métier, on va avoir des leviers de décarbonation différents. Donc il va falloir de la même manière toujours discuter avec les achats pour comprendre voilà comment on peut potentiellement décarboner les postes d'émission les plus importants, discuter avec la RSE, voilà pour potentiellement voir s'il y a des actions à faire au niveau des déchets, les personnes responsables des utilities, consommation énergétique, donc directeur des opérations pour voir si aujourd'hui il y a des potentiels d'investissement sur l'énergie verte, potentiellement internaliser des productions d'énergie, etc. Le point qui est important, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on est consultant et qu'on veut identifier des leviers, donc certes, vous aurez forcément des idées à la base pour identifier. C'est le rôle du consultant, c'est d'avoir aussi ce rôle de conseil et d'expertise pour amener potentiellement des bonnes idées de leviers de décarbonation. Mais il va également falloir toujours travailler avec ses clients parce que forcément ils connaissent mieux leur métier que nous. Et du coup, il y a tout un travail d'échange où il va falloir justement identifier avec eux des leviers d'action possibles. Voilà. Donc c'est un point important, c'est que vous ne saurez pas tout. Et le rôle du consultant, c'est pas forcément d'arriver avec une solution magique, mais c'est de suggérer, de conseiller, d'aider à la réflexion pour justement faire ressortir de ces échanges des leviers de décarbonation spécifiques et très adaptés au secteur de l'entreprise visée pour la décarboner. Et donc nous, pour procéder à cette identification, en fait, on procède en plusieurs étapes. Donc pour quelque chose d'un peu plus process, en fait, on prend tous les postes d'émission du bilan carbone. Donc on va regarder des postes d'émission les plus élevés aux moins élevés. Quel poste d'émission est associé avec quel responsable. Donc c'est-à-dire, en gros, pour un poste d'émission, il faut qu'on identifie dans l'entreprise quelle est la personne qui est capable d'identifier le levier d'action et surtout de le valider. Et donc à la fin, on a une liste de postes d'émission. On les a répartis entre ces différentes personnes. Donc c'est toujours pareil, les directeurs achats, les directeurs RSE, etc. Et on va organiser des points avec eux. On va organiser des workshops, pour les mettre, en face des gros postes d'émission de leur entreprise et identifier des leviers potentiels avec eux. Donc souvent, en gros, on arrive avec une première liste d'idées qu'on va challenger avec ces personnes. Et l'idée, c'est d'itérer pour justement identifier cette liste de leviers pertinents pour chaque poste d'émission. Oui, ça montre bien que, en fait, la stratégie, elle est vraiment diffusée et infusée à tous les niveaux de l'entreprise et avec tous les corps de métier, quoi. Faut vraiment impliquer tout le monde pour que ça fonctionne. Absolument, et c'est quelque chose qui est assez nouveau. En fait, je pense qu'avant, donc là je pense qu'avant en fait c'était surtout très lié à la RSE. C'est-à-dire en gros, vous aviez des projets menés avec la RSE pour faire le bilan carbone, on identifiait les principaux postes d'émission, on listait toutes les actions potentielles qui permettaient de réduire l'empreinte carbone de cette entreprise. Mais en fait, lorsqu'on veut vraiment passer à l'action, lorsqu'on veut vraiment atteindre des objectifs moyen terme, court terme de décarbonation, en fait, on se rend compte que c'est pas la RSE qui porte ces actions, mais c'est les opérationnels de l'entreprise. Et du coup, dès le début, pour maximiser les chances de réussir ce plan de transition, il faut identifier les personnes qui porteront les actions, qui les valideront, et les faire rentrer dans la boucle le plus tôt possible. Alors, pour revenir sur les étapes de notre plan de transition, vous avez mentionné le fait de devoir quantifier l'impact des actions qu'on va mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point ? Donc là, on a effectivement étape précédente, donc on a notre petite liste d'actions. On a échangé avec les parties prenantes, pour se mettre d'accord sur une liste d'actions à mettre en place pour décarboner l'entreprise. Et donc là, on va rentrer dans la partie vraiment analytique. C'est la partie la plus longue. C'est la partie la plus longue du plan de transition. Ouais. C'est la plus politique parce qu'en fait, c'est ici qu'on va se mettre autour de la table et qu'on va prendre des engagements.
des engagements en termes d'ambition, des engagements en termes de budget, des engagements en termes de planning, etc. Donc voilà, c'est souvent là où le sujet se corse un peu et qu'on arrive aux discussions un peu les plus dures et les plus intéressantes. Donc voilà, de la même manière, hein, comme je l'évoquais ici, donc c'est plus forcément la RSE qui est au centre du jeu, mais c'est vraiment les responsables métiers qui portent les actions de décarbonation, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui la RSE en fait ne porte quasiment pas de budget sur les actions de décarbonation. Hein. Ceux qui portent les budgets, c'est toujours pareil, les opérations, les achats, les personnes responsables du traitement de déchets, etc. Et donc pour que ces personnes décident et voilà s'engagent et engagent leurs équipes dans une action, ils auront besoin de connaître le périmètre de l'action, l'ambition de l'action. Donc, je reprends mon exemple de steak pour les fast-food. Est-ce que je peux réduire mon steak de 20 grammes, 10 grammes, 30 grammes, 50 grammes, 100 grammes, etc. Donc ça, c'est eux qui vont décider. Le planning, donc ça, c'est ce qu'on a en entrée. En entrée, on a un périmètre, une ambition, un planning. Et en sortie, on a un impact CO2. Donc voilà, si demain vous faites cette action, vous réduisez de temps en termes d'émissions de carbone et vous avez des coûts. Vous avez des coûts associés. Et donc vous êtes capable de vous dire, pour cette action, voilà mon impact et voilà mes coûts. Donc en fait, c'est la partie analytique, c'est une modélisation mathématique. Hein, c'est tout simplement des formules de calcul qui vont nous permettre de simuler en fonction de l'ambition, du planning, etc. Des coûts et des impacts. Et c'est super important, de bien faire cette modélisation pour ensuite pouvoir itérer avec les acteurs. Et en fait, de façon très concrète, comment ça se passe. Souvent, on a fait cette première réunion avec les parties prenantes où on a défini les leviers d'action. Et après, on va revenir vers eux. On va avoir cette liste d'actions. Et là, en fait, on va échanger et on va leur dire, OK, très bien. Donc, action numéro 1, vous aviez estimé qu'elle était réalisable. Quelle est l'ambition qu'on se donne? Est-ce que on remplace, je sais pas, on a des véhicules thermiques, une flotte de véhicules thermiques en fonction pour les employés? Est-ce qu'on remplace à 10% par des véhicules électriques? Est-ce qu'on remplace à 30%, à 50%? À chaque fois, voilà les coûts, voilà les impacts. Et donc là, la personne en face de vous va vous dire, attendez, 50% c'est impossible, j'aurai jamais le budget. On peut commencer par 10% en 2025, et puis peut-être 25% en 2027. Voilà, donc vous allez vous mettre d'accord, vous allez itérer, faire des tests, et vous mettre d'accord avec eux sur l'ambition, le budget et les impacts. Donc c'est des workshops itératifs où on va s'aligner avec eux sur ces éléments. Voilà. Et il faut bien être conscient que cette partie peut prendre beaucoup de temps en fonction de la criticité des actions engagées. Enfin, si vous êtes un acteur de l'énergie, si vous êtes un NJ ou autre et que tout votre bilan carbone, en fait, c'est lié à votre business, se décarboner, ça veut dire complètement changer la stratégie de l'entreprise. Et donc là, forcément, on est sur donc je prends un exemple assez extrême, mais on est sur des scénarios où ça peut prendre beaucoup de temps. Oui. Et voilà. Et donc le point qui est hyper important dans cette phase de quantification, c'est vraiment de faire des allers-retours très rapides, des itérations, de pouvoir donner à ces responsables métiers un outil qui permet de simuler en fonction des impacts et du planning les coûts financiers et les impacts CO2 pour itérer. Et à la fin, que tout le monde se mette d'accord sur les objectifs et signe en bas de la page. C'est un sujet qu'on va pas mal aborder aussi, comment on travaille avec toutes les parties prenantes de l'entreprise dans l'épisode suivant. Mais alors justement, avant qu'on passe au prochain épisode la semaine prochaine, j'ai une dernière petite question. On a parlé de travailler avec les opérationnels, et qu'en est-il en fait de la gouvernance du plan de transition? Ça fera le pont justement avec le sujet suivant. Absolument. Écoutez, c'est un point capital. C'est un point capital parce qu'une fois que qu'on a défini toutes ces actions, ces ambitions, qu'on s'est tous mis d'accord, en fait, il faut avoir un suivi de projet solide, qui couvre plusieurs sujets, qui sont les donneurs d'ordre, qui vont être responsables des actions, quels indicateurs de pilotage on met en place, comment on réagit pour corriger le tir. Voilà, si demain, en fait, 2 ans après, on est super en retard, qu'est-ce qu'on fait pour s'aligner sur la trajectoire? Donc de la même façon, il faut impliquer toutes les parties prenantes dans la stratégie de décarbonation, en particulier la direction, sans quoi ça fonctionnerait pas. Et voilà. Et je suis sûr que ce sera un sujet très important et très clé à aborder dans le prochain épisode. Tout à fait. Merci Thomas pour cet éclairage. Je pense qu'on a fait un bon tour, en tout cas, des
des grandes étapes à avoir en tête pour réussir son plan de transition. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à. Et, Exactement. Voilà. Merci Thomas. Merci beaucoup, Suzy. Merci à Thomas Guyot de nous avoir expliqué la méthodologie du plan de transition. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous retrouvons Émilie Ricoire pour échanger autour des premiers pas du groupe Holder sur leur parcours de transition bas carbone et la genèse de leur plan de transition. À bientôt!